Alors cette masterclass, elle réunit quelques contributrices et contributeurs d'un projet d'innovation ouverte qui a emprunté la loupe des situations de maintien en emploi survenant à la suite d'un cancer du sein pour poser les questions suivantes. Que faut-il changer dans l'organisation du travail et dans son management, dans les outils et les pratiques RH pour permettre à celles et ceux qui voudraient travailler avec ou après un cancer de pouvoir le faire? Que faut-il faire évoluer dans la loi, dans le code du travail, dans les accords d'entreprise pour rendre cela possible? Le projet travaille ces questions depuis 2019 dans une vingtaine d'entreprises et quelques collectivités territoriales, avec la contribution d'environ 200 personnes ayant eu un cancer, du sein essentiellement, et 200 personnes protagonistes de situations que cela engendre, des managers, des RH, des médecins du travail, des infirmières du travail, des assistantes sociales, des collègues. Alors dans notre masterclass, qui sont les masters? Qui sont les maîtres? Dans notre masterclass, c'est celles et ceux avec qui nous avons travaillé dans le cadre du projet, qui ont eu l'expérience du travail avec ou après un cancer en tant que salariés directement concernés. Il y a Hélène que vous entendrez tout à l'heure sur l'estrade, mais aussi d'autres personnes que vous allez découvrir. Ou en tant que protagonistes de la situation avec des médecins du travail. Il y a Isabelle que vous entendrez tout à l'heure, ou responsable RH avec Cécile que vous entendrez aussi tout à l'heure. Et qui ont mis à profit cette expérience à la fois extraordinaire et pourtant fréquente pour faire bouger les choses. Donc notre masterclass est construite autour de quelques temps forts, brefs mais forts, alternant les leçons tirées de l'expérience pour comprendre et les expérimentations pour changer le monde. Pour comprendre et pour changer le monde, c'est un peu notre credo. Et puis en invitant aux échanges avec vous, les masters de la masterclass, qui êtes avec nous. Alors pour commencer, on va essayer de comprendre. On a déjà commencé, je crois, ce matin largement, mais nous, on a envie de vous faire partager ce que nous avons compris, travaillé, et avec des leçons d'expérience du travail avec ou après un cancer. Donc, Jacques, Géraldine, Marie-Laure et Marina, peut-être on vous retrouve avec un micro. Et en fait, ici, je remercie vraiment les 4 complices qui sont là. L'idée, c'est de partager avec vous un récit stylisé, les récits que nous avons composés à partir des expériences du travail avec ou après un cancer, des récits stylisés pour lesquels ceux qui sont ici, ceux et celles qui sont ici et qui ont prêté leur témoignage à ces récits souvent, mais vont désormais prêter leur voix à un récit qui n'est pas leur histoire, mais qui aurait pu être leur histoire. On y va ? J'ai eu un cancer qui m'a éloignée totalement de mon poste aux achats. Je fais de la cotation de projets sur toute la partie électricité, de grosses affaires de BTP. Pendant plusieurs mois, et pour des raisons financières entre autres, dès que j'ai pu, j'ai voulu reprendre mon travail. J'avais discuté avec mon oncologue et aussi avec mon médecin traitant, qui étaient tous les deux favorables, mais qui m'incitaient à la prudence. Pas trop de charge de travail, pas trop de déplacements. Bref, pour eux, le temps partiel thérapeutique, c'était l'idéal. Le médecin du travail était d'accord avec ça aussi. Sauf que... Ah oui, c'est bon, pardon. Sauf que, dans mon job, c'est très difficile. On doit être réactif. Il y a des phases d'accélération dans le travail pour deviser, des charrettes quand on n'a pas eu les réponses et qu'on doit tout collecter au dernier moment pour remettre l'offre au client. Moi, avec les ingénieurs d'affaires avec lesquels je travaille, c'est la partie de mon job que je préfère. Impossible, si je voulais respecter la prudence de mes médecins, de reprendre en temps partiel thérapeutique sans me mettre en difficulté de mon job. J'angoissais beaucoup, naturellement, déjà que j'avais peur d'avoir perdu mes réflexes, ma rigueur et ma rapidité. Bref, j'ai sollicité la DRH et mon manager. C'est l'adjoint du directeur des achats en même temps. Je crois que la DRH n'a pas compris tout de suite. Elle était pour la solution du mi-temps thérapeutique, la meilleure pour moi, disait-elle. Mon manager ne disait trop rien, mais elle a fini par me dire que ma remplaçante partait sur une autre filiale et que l'idéal pour lui, ce serait que je puisse reprendre à 4 jours. 2 jours sur place, 1 jour de temps partiel thérapeutique et 2 jours de télétravail pour permettre de reprendre en douceur. Moi, ça m'allait hyper bien. Ça me paraissait bien plus faisable qu'un mi-temps thérapeutique. J'ai une station informatique portable, le VPN et tout. Mais au bout de 2 semaines, je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir tenir. On avait une grosse affaire, hyper compliquée. Ma remplaçante avait commencé le travail. J'ai dû reprendre sans trop savoir où je mettais les pieds. J'étais seule chez moi les 2 jours. Je travaillais pendant mon jour de temps thérapeutique. Et les 2 jours où j'étais en entreprise, je courais après l'équipe du projet pour obtenir leurs données, leurs explications, leur montrer ce que j'avais trouvé, si ça pouvait leur convenir. Quand il faut aller vite,
sur des choses complexes et techniques comme ça, on ne se rend pas compte, mais ce qui permet de tenir les délais, c'est de pouvoir tout faire en temps réel, en regardant le même plan, dans la même pièce, pour éviter les confusions, les erreurs d'interprétation, etc. Mon organisation du travail, entre la journée du repos à respecter, dans la semaine, et les 2 jours de télétravail à effectuer, c'était juste incompatible avec mon job. Quand j'ai appris que j'allais être opérée d'un cancer, j'ai eu beaucoup de mal à l'idée de m'arrêter. Je voulais rester dans la vie, socialement et professionnellement. Et puis, j'ai perdu financièrement. Continuer à travailler était mon objectif. Et assistante d'une équipe de consultants, c'était possible. Ils travaillent tous la plupart du temps à distance et sur des horaires désynchronisés, quand moi, mon travail, c'est de la consolidation, les liens avec les services support, etc. Ma responsable a été partante tout de suite, très aidante. Ça lui allait bien, ne pas parler de mes angoisses, juste de comment faire pour pouvoir continuer à offrir le service que l'équipe attend de moi. D'abord, on a décidé de jouer sur des horaires flexibles. Ma clinique était entre le bureau et mon domicile. Et un max de flexibilité pour tout. Je ne suis pas tellement dépendante d'un flux de demandes à traiter dans la journée. Il y avait une contrainte, l'habitude des consultants de faire au dernier moment et qui m'obligeait à rattraper en bout de chaîne. Ce n'était clairement plus possible. Ma chef, que ça agaçait aussi, était bien d'accord. Elle a mis des limites. Les gens savaient que j'étais malade, ça rend quand même plus attentif. Sans ce changement dans la discipline de l'équipe, je ne sais pas si j'aurais pu tenir. Le télétravail sur des journées entières est venu après pour gérer la fatigue. Économiser les déplacements, pouvoir faire une sieste, il faut pouvoir être chez soi. L'accord télétravail pour des raisons de santé est rigide. Il faut figer les jours télétravaillés. On a essayé, on a abandonné. Je m'organisais comme je voulais. Je n'aspirais pas au télétravail à 100%. Au bureau, même si les consultants ne sont pas tous sur site, on voit du monde. On capte un max d'informations. On est plus performant, je crois. Ces histoires de concentration, je ne suis pas convaincue. Travailler au calme, c'est peut-être moins fatigant, mais toute seule chez soi, certains jours, c'est difficile. Le soir, quand on n'a pas fait ce qu'on voulait, on s'inquiète, on cogite. Pendant de longues semaines, j'ai alterné, au gré de ma forme, de ce qui se passait au bureau et qui réclamait ma présence. On a fonctionné à la confiance. Je m'organise au mieux, je donne de la visibilité sur ce que je fais, où je suis. Je travaille dans cette entreprise depuis 36 ans. Avant, j'occupais un poste de chef de projet. Et c'est à cette période, il y a une dizaine d'années, que j'ai été touchée par un cancer. J'avais un poste administratif qui me permettait de bien m'organiser, et puis j'ai eu beaucoup de soutien de ma hiérarchie et des collègues. Mon travail a été redistribué et je n'ai jamais eu l'impression de gêner ou que ma maladie ait posé problème. Si j'avais les rayons le matin, je travaillais l'après-midi. Et inversement. On s'arrangeait. J'étais directement sous la responsabilité du directeur. Ça simplifie. On a confiance. On n'a pas besoin de passer par des signatures et tout. Aujourd'hui, je suis passée manager sur un département de production et je vois l'autre côté de la barrière. Je gère 4 services dans un département, des services qui n'ont pas la même technicité, qui ne demandent pas les mêmes choses en compétences et qui n'ont pas les mêmes contraintes dans le travail. Dans nos équipes, il y a entre 10 et 15 personnes par équipe et dans la plus petite, ils ne sont que 5. Alors quand on a une personne qui ne peut pas faire quelque chose, c'est à une autre de le faire. On jongle. Il y a les restrictions d'aptitude qu'on doit prendre en compte. Mais dans l'effectif, un ETP, un équivalent temps plein, reste un ETP.
on a quand même de la souplesse, car tout le monde bouge. On a construit l'organisation comme ça pour répondre à nos marchés. La souplesse, c'est du doigté, de la bonne connaissance de l'activité et de la visibilité sur le planning. C'est aussi des outils. Nous, on utilise une matrice de polyvalence, on reporte tout dessus, les mi-temps thérapeutiques, les restrictions et aussi les absences. Ça simplifie la gestion, enfin si on peut dire, car cela met surtout en évidence les contraintes qu'on a et ce n'est pas facile à gérer. Réussir à composer avec tout ça, c'est compliqué et on n'a pas toujours d'harmonie à la fin. On essaye de faire au mieux avec les infos qu'on a, sans laisser la personne de côté. Quand une personne revient et qu'elle ne peut plus reprendre son poste, on essaye de trouver une solution. On sollicite les autres collègues, on va voir les RH, parce que franchement, le licenciement pour inaptitude, ce n'est pas dans les habitudes de notre maison. Nous, on a une culture familiale. On essaye de faire au mieux avec les moyens qu'on a. Mais parfois, on a un peu l'impression de se refiler les personnes qui ne vont pas. On se les refile d'un service à l'autre et on se sent un peu piégé avec les inaptitudes. On ne sait plus trop où mettre les gens. Quand je croise la maladie, je suis cadre, expert, dans une équipe qui délivre des services IT aux entités opérationnelles de l'entreprise. On a des questions de sécurité, de sûreté. Je suis sur des questions pointues, avec de l'expertise qu'on partage dans l'équipe à laquelle j'appartiens, mais avec chacun ses domaines de prédilection. Je suis arrêté à 1 an pour me soigner, et il apparaît que c'est plus grave que prévu. Je demande à pouvoir travailler. Pour faire quoi? Ce que je pourrais faire d'utile pour ne pas perdre le lien social aussi. Mais dans mon état, pas possible de travailler. Il n'y a rien qui cadre avec des situations comme la mienne. En avril 2021, mon manager m'a parlé d'une expérimentation pour permettre de voir comment répondre aux gens qui, comme moi, sont malades mais voudraient travailler pour aller mieux. J'ai tout de suite dit oui. Rapidement, on a monté une réunion avec mon manager et Cécile et le responsable RH. Cette expérimentation prévoyait de baliser le terrain avec une convention qui précisait le contexte, pas ma maladie, mais plutôt ce que je pouvais faire ou pas en lien avec ma santé, et surtout qui détaillait ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, sachant que ce qui était le plus chaud, c'était évidemment qu'on devait écrire que je ne pourrais travailler qu'en fonction de mes possibilités. On a travaillé ça avec mon manager, bien sûr, avec un collègue qui allait être en doublon quand je serais obligé de laisser en plan les choses prévues, et puis la RH. J'ai vu les médecins, j'avais toutes les cartes en main, et je l'ai parfaitement compris. Ils ont tous été à mon écoute. Au début de l'expérimentation, je suis resté en arrêt, mais je travaillais en fonction de mes possibilités. Ça a duré 3 mois. Ensuite, c'était l'inverse. Je n'étais plus en arrêt, mais je travaillais pareil, toujours en fonction de mes possibilités, pendant 2 mois. Et après, j'ai repris normalement mon activité, qui, elle, a changé pour s'adapter. Pendant mon absence, c'était mon manager et les adjoints qui s'étaient répartis le boulot. Donc, ils étaient ravis que je revienne, même peu. Moi, j'étais complètement ouvert à des missions différentes. Au démarrage, on a pris des missions légères, puis j'ai complété au fur et à mesure. On se faisait une réunion tous les 15 jours, on se faisait un point sur l'activité. C'était le bon rythme. Et on avait un relationnel quasi quotidien avec mon manager et on s'ajustait. Aujourd'hui, je suis correspondant sécurité pour le service informatique. J'ai une activité sur la gestion des incidents de sécurité qui sont déclenchés par des salariés. Dans mon activité, on sait que les tâches ne peuvent être interrompues pour ne pas mettre en difficulté les autres, au cas où. Et j'ai quelqu'un avec qui je travaille. On est une sorte de doublon. Il peut me décharger si besoin. On a le même manager et c'est pratique. J'ai toujours voulu garder une activité car cela me permet de ne pas ressasser. J'oublie en travaillant. Mais j'ai appris à décoder certains jours. J'ai tellement de douleurs que je ne peux plus travailler. J'ai appris à réguler l'effort, à doser pour ne pas payer le lendemain. Je récupère pendant que je travaille. J'en ai toujours parlé à ma hiérarchie. Ça ne me pose aucun problème. C'est comme ça. Marina, Géraldine, Marie-Laure, Jacques, merci d'avoir prêté vos voix à ces récits. Merci beaucoup. On va rester, si vous voulez bien, avec le dernier récit. Restez bien avec nous, on aura besoin de vous. On va rester avec le dernier récit et ce dernier récit d'expérience qui prend au pied de la lettre les questions posées par le projet. Que faut-il changer dans l'organisation du travail, dans son management, dans son encadrement juridique, dans les outils et les pratiques RH,
pour permettre à celles et ceux qui voudraient travailler avec ou après un cancer de pouvoir le faire. Cécile Mial, vous êtes RH, responsable RH à EDF, et vous avez expérimenté, c'est vous là Cécile, vous avez expérimenté sur de telles situations, 7 ou 8 en tout cas au démarrage, prise de bout en bout, sur de telles situations, une possibilité de sécuriser pour le ou la salarié, pour son manager et pour l'entreprise, l'employeur, la possibilité de répondre favorablement à ces demandes de travail pendant la maladie, avec la maladie, qui poussent tout le monde à innover et à envisager des réponses qui sont un peu hors du cadre. C'est à vous. Merci Pascal. Mais effectivement, je suis la Cécile. En fait, on est rentré dans cette expérimentation et c'est vous qui nous avez ouvert les yeux, en fait, grâce au récit d'expérience que vous aviez pu collecter sur le terrain. Vous m'avez ouvert les yeux sur des voies alternatives en fait, qui se construisaient dans d'autres entreprises. Et en fait, moi, j'avais jamais imaginé qu'on pouvait être malade et qu'on avait besoin de travailler, tout simplement. Moi, je suis RH, je suis pas médecin, je suis pas malade non plus, et j'avais jamais imaginé que ça puisse être soutenant et que ça puisse être important qu'on garde le travail. Et j'avais pas non plus imaginé de ce fait les conséquences que pouvait avoir la maladie sur l'activité professionnelle et ce qu'on allait devoir adapter pour pouvoir répondre à ce besoin. En fait, rapidement, on a identifié des personnes concernées et des personnes intéressées, vous l'avez souligné, 7 ou 8, qui étaient dans cette situation et qui avaient des réalités extrêmement différentes. Leur situation décrivait des besoins extrêmement différents. L'un me décrivait ne pas pouvoir travailler notamment le matin parce que c'était impossible pour lui de se lever à des horaires classiques. Donc il pouvait démarrer sa journée, mais à un moment dans l'après-midi. Un autre m'indiquant qu'il y avait des soins quotidiens à heure fixe, mais que finalement le soin, c'était pas tant le sujet, c'était que pour y aller et pour revenir, ça prenait des heures. Et donc oui, il pouvait continuer à travailler, mais pas pendant le moment où il se soignait, qui pouvait être fixe, mais aussi il pouvait y avoir des aléas là-dessus. Un autre m'indiquant, moi je peux travailler, mais il y a une semaine où ça va aller plutôt bien, la semaine suivante, je ne serai pas là, et la troisième semaine, je dois pouvoir travailler à peu près entre 30 et 50%, mais je ne pourrai jamais te dire si c'est le lundi, si c'est le mercredi ou si c'est le vendredi après-midi. On verra. Alors, quand on est RH, autant vous dire que c'est pas hyper facile en fait, c'est pas spontané, on se dit pas tiens bien sûr j'ai ça sous la main, je vais pouvoir adapter. Et en fait, on était dans le cadre de l'expérimentation, donc on n'était pas là pour chercher une bonne pratique, on était bien là pour chercher une solution, et on s'est donné des points de repère. Le premier, donc le point de repère pour répondre aux souhaits du salarié qui veut poursuivre son activité professionnelle. Le premier, c'est d'admettre et d'accepter que le travail, il peut être facteur de santé, c'est-à-dire qu'il va soutenir le salarié qui est malade. L'autre, c'est qu'il faut forcément que notre salarié il soit hyper volontaire parce qu'en fait, c'est lui qui a la manœuvre, en fait. C'est lui qui va pouvoir nous traduire, nous décrire à son manager, aux membres de son équipe aussi, au RH, au médecin du travail, ce dont il a besoin pour que ça puisse fonctionner. Et puis, vous avez bien compris tout de suite, le régime de travail, il faut forcément qu'il soit souple. Ça ne peut pas être l'horaire de travail tel qu'on le connaît, ça ne peut pas être la réglementation du travail telle qu'on la connaît, ça ne peut pas fonctionner. Donc, moi, j'ai commencé à lister finalement toutes les choses qu'on pouvait flexibiliser en accord avec les besoins de la situation du salarié. Et donc, toutes ces choses, concrètement, c'est quoi ? C'est la charge de travail. On peut réduire la charge de travail, mais on peut aussi la modifier complètement l'activité, tant qu'on est dans la compétence du salarié et dans ce qui intéresse l'entreprise. Bien sûr, il ne s'agit pas de confier un projet à quelqu'un qui soit complètement décorrélé de ses compétences. Il ne s'agit pas de le faire repartir à zéro, donc il faut bien s'appuyer sur ses compétences et lui confier une mission qui a de l'intérêt pour l'entreprise, sinon ça n'a aucun sens. Aucun sens. On peut bouger les horaires, bien entendu, pour intégrer une variabilité. On peut bouger, et je les mets ensemble, la durée du travail et l'organisation du travail, puisque ça revenait quand même souvent, ce besoin de pouvoir s'interrompre pour avoir un soin, mais aussi pour avoir du repos. Et nécessairement, s'interrompre pour aller se reposer dans sa journée de travail, c'est aussi plus facile à faire quand on est en télétravail
Donc le lieu de travail, c'est aussi important de pouvoir de le mettre en flexibilité, de le faire bouger. Alors, on a été un peu aidé par la période Covid où on a été fortement en télétravail, ça c'était facilitant, mais c'est quelque chose qu'on poursuit. On peut également faire bouger les déplacements. Il y a des emplois dans lesquels, des activités dans lesquelles les salariés doivent énormément se déplacer. Donc là, on peut les limiter, voire les annuler totalement. Et puis, alors, dans notre entreprise, en tout cas, on a des objectifs et ces objectifs-là, ils sont inscrits dans l'entretien annuel et c'est ça qu'on évalue à la fin pour avoir la prime, pour qu'on calcule la prime variable. Donc, bien sûr, c'était compliqué de se dire qu'on allait pouvoir évaluer les objectifs initiaux sans tenir compte de la maladie. C'est pas possible puisqu'on a accepté de mettre en place toute cette flexibilité. Donc, on a sanctuarisé cette période et on a dit, voilà, cette période-là, on la traite à part et on ne pourra pas imputer la part variable du fait de cette période. Quand on se dit ça entre RH, mais moi je me suis dit, mais il faudrait quand même que le médecin du travail il puisse avoir un peu son mot à dire. Et donc j'ai invité le salarié dans une démarche vraiment transdisciplinaire à aller chercher le médecin, aller chercher son manager, aller chercher aussi les membres de l'équipe. Il y a quelqu'un dans la table ronde tout à l'heure qui a dit que c'était hyper important en termes d'équité, qu'il y ait de la compréhension dans ces sujets, et c'est indispensable parce que sinon c'est pas tenable dans la durée. Le salarié, je lui ai proposé qu'il aille voir son médecin du travail, qu'il puisse avoir une discussion avec lui, mais sur la maladie, et ça me regarde pas, moi encore une fois je sais pas quoi en faire, qu'il ait cette discussion et qu'on s'assure qu'il lui présente toutes les options, toutes les flexibilités qu'on pouvait mettre ensemble, en place, et qu'on s'assure qu'on ne dégrade pas sa santé, et qu'on la soutienne, bien sûr. Et donc, quand on a... Alors, ça a pris du temps, hein, on a discuté, on a mis en place tout ça, on s'est mis d'accord, et en fait, en se mettant d'accord, on s'est dit, ouais, mais quand même, on a là un objet hyper exotique, hyper singulier, qui rentre dans aucune case. Le médecin n'était pas à l'aise, parce que, vous l'avez entendu tout à l'heure, on a fait travailler quelqu'un qui était en arrêt de travail. Autant vous dire qu'il n'était pas du tout à l'aise. Moi, du tout non plus. On a écrit, en fait, on a écrit tout ça. On a dit avec qui on avait travaillé, on a rappelé les besoins de la situation, on a écrit textuellement toutes les adaptations qu'on mettait en place, toute la flexibilité qu'on mettait en place, pour combien de temps, parce qu'on s'est dit aussi qu'il fallait qu'on puisse sortir de cette convention, soit parce que la personne allait mieux et qu'on revenait dans le travail, soit parce que la personne elle allait moins bien et qu'il fallait qu'elle parte en arrêt. Et on a dit aussi tous les combien on se retrouvait pour s'assurer que c'était les bonnes options qu'on avait prises. Et ça, ce cadre en fait qu'on a donné, cette convention, c'est vraiment notre pièce maîtresse parce qu'en fait ça a permis de rassurer tout le monde. On avait enfin un cadre qui était très différent de celui qu'on connaît, mais il était temporaire. Il était d'initiative parce ça correspondait vraiment à cette expérimentation et il était concerté et c'est ça qui comptait puisqu'on était nombreux autour de la table à avoir écouté et entendu les besoins de la situation du salarié. Merci. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir montré à travers cette expérimentation menée par EDF et qui est évidemment capitalisée. Vous reconnaissez des morceaux de choses que Brigitte Le Guilcher a aussi dit tout à l'heure au titre d'IRSN, parce qu'évidemment, les entreprises qui ont participé à toutes les expérimentations qu'on a faites, elles parlaient entre elles aussi. Donc, vous voyez, il y a des petits frères et des petites sœurs dans ces expérimentations. En tout cas, merci beaucoup sur ces expérimentations que nous capitalisons et que, évidemment, nous portons auprès des institutions publiques qui étaient présentes évidemment ce matin pour pouvoir nourrir aussi leurs propres réflexions pour faire bouger. Que faut-il changer, vous vous souvenez, pour faire bouger les choses. Voilà. Alors, la proposition de convention temporaire d'initiative concertée, c'est une réponse très concrète, maniable, qui montre bien que, encore une fois, sous condition que les choses bougent, mais on peut imaginer, fabriquer, mettre à disposition des protagonistes d'une telle situation un outil simple qui permette de sécuriser la flexibilité, de sécuriser l'incertain, de sécuriser la réversibilité, parce que quelquefois, il faut qu'on retourne en arrière. Voilà. Bon, il y en a aussi qui ont vécu d'autres choses, ou des choses qui sont différentes sur d'autres aspects, d'autres innovations, d'autres expérimentations. Et avant de les découvrir, de nouveau, Géraldine et Marine vont prêter leur voix à deux nouveaux récits, un peu plus courts que les premiers. Et c'est Géraldine qui commence. Après 9 mois d'arrêt et tout juste 3 semaines après la fin des traitements,
J'ai hâte de reprendre le travail. Lors de la visite de pré-reprise, excellente occasion de reprendre contact avec mon lieu de travail et mes collègues, mon médecin du travail me challenge car il trouve cela trop rapide. Après discussion, il comprend ma demande. Je tourne en rond chez moi, où les relations se tendent après ce mois de traitement. J'ai besoin de remettre en marche mon cerveau et la Xème réorganisation bat son plein au travail. Bien que je sois restée en lien avec mes collègues et mon manager qui fait de son mieux pour me tenir au courant, je sens bien que les choses évoluent très vite. J'exerce une mission de coordinatrice de portefeuille projet. Mon activité est exclusivement transverse. C'est déjà pas facile. Alors, avec les réorganisations en cours et le fait que mes activités ont été dispatchées, plus je tarde à revenir, plus ils se seront organisés sans moi et plus ce sera difficile de retrouver une place. Le médecin me propose un temps partiel thérapeutique, mais je préfère me fabriquer un temps partiel ajusté à l'activité grâce aux jours de congé accumulés pendant mon absence. Je n'ai pas la main sur les agendas des réunions et être flexible, c'est la base de mon activité. Sans compter que je ne sais pas travailler par demi-journée et qu'il n'est pas question que je perde du salaire. Mon manager qui a confiance en moi est OK pour fonctionner ainsi. Une semaine avant la reprise, on se met d'accord sur les activités à reprendre en priorité. Tout paraît simple et j'ai l'habitude de travailler en autonomie. Très vite, je me sens seule, perdue, débordée. J'ai beau connaître mon métier et mes collègues, tout a changé. L'organisation, mon ordinateur, mon bureau, j'ai du mal à me concentrer et supporter le bruit, le monde, à gérer la distance des relations professionnelles. Tout va trop vite. J'ai perdu mes repères et mes réflexes de travail. Remplir un tableau Excel est devenu une montagne. J'ai honte. Ce décalage entre mes attentes, mes capacités, mon tempo et celui de l'entreprise me plonge dans le désarroi. Je ne suis partie que 9 mois, j'ai gardé le contact et c'est comme si je devais tout reconstruire. J'ai besoin d'aide et je ne sais ni comment ni à qui l'exprimer, car au premier signe de fatigue, on me renvoie chez moi. Je n'ose plus rien dire. J'ai perdu le mode d'emploi et mes collègues sont passés à autre chose. La RH, face à ma détresse, me propose un bilan de compétences, outil qu'elle a sous la main. Au final, cas 1 cela va me permettre au moins d'arrêter de pleurer et de comprendre que tout a changé dans ma vie. Qu'il va me falloir inventer la suite de mon parcours professionnel, car je me sens en bout de piste avec un profil qui ne rentre plus dans aucune case. Ça y est, je suis devenue un cas. Pourtant, comme dit mon fils, lorsqu'il cherche à agir et se projeter dans l'avenir, il me faut une vie. Oui, et un travail aussi. Dans mon agence, on est entre 3 et 5. Ça dépend des stagiaires et des contrats d'alternance. Le rythme est plutôt intense, non pas à cause des clients, quoique ça dépend un peu des jours et des heures dans une journée, mais plutôt à cause de toutes les campagnes promotionnelles à relayer sur le terrain. La médecine m'avait dit qu'il fallait reprendre. Moi, je ne voulais pas du mi-temps, j'ai demandé à 80%, c'était mon organisation avant la maladie. Quand vous revenez après 15 mois d'absence, plus rien n'est comme avant. Mais vraiment, à proprement parler. Déjà l'informatique. Vous n'avez plus aucun réflexe. Ce que vous faisiez sans y penser apparaît impossible à mémoriser. Un monde. Au début, je me faisais des petits mémos pour me souvenir, mais tout allait trop vite. J'étais sans arrêt en difficulté devant les clients, ne sachant plus comment faire. J'ai un portefeuille de 300 clients, des clients faciles d'ailleurs. Ne plus bien savoir faire devant eux, je crois que c'est ça qui m'a le plus déstabilisée. J'avais littéralement l'impression que je n'y arriverais plus jamais. Les collègues, ils sont sympas quand vous revenez, bien sûr, mais ensuite, ils s'attendent à ce que vous fassiez votre part. Dans des petites équipes comme nous, ça ne marche que si tout le monde est à 100%. Et encore. Alors vous imaginez ? Surtout que mon responsable, il faisait bien attention à respecter le secret médical. Il ne veut rien savoir. Ce qui ne rime pas à grand-chose dans nos petites villes, tout se sait. Mais bon, il fait comme si de rien n'était. Je ne demande pas le tapis rouge, mais quand même, je peux rien s'il y a des restes de la maladie et des traitements pendant des années. Aujourd'hui, quand je flanche, en fait, je sais que c'est mieux si je prends un arrêt. Il y a un remplacement et moi je souffle.
Mais au retour, c'est rebelote, avec un côté très humain, attention. Bien que les gens, forcément, ils se disent, ils ne peuvent plus vraiment compter sur vous. Mais comment faire? C'est un cercle vicieux. Et attention, j'aime mon métier. Travailler avec ou après un cancer, nul n'y est réellement préparé. Comment faire? C'est à vous, Hélène Bonnet, Isabelle Badinier. Comment faire? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour essayer de répondre à cette question? Alors, comment faire? Eh bien, vous avez vu au travers de ces récits que celles et ceux qui sont passés par l'épreuve de la maladie ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ils ont mis en place un nombre de stratégies incroyables qui, en fait, cette expérience passée, c'est en fait un savoir très utile et incroyablement précieux à partager ensemble pour comprendre, pour sensibiliser et finalement pour accompagner aussi ceux qui y sont au présent dans la maladie. Donc nous, à Sanofi, absolument convaincus de cela, sous l'impulsion d'un groupe de collaborateurs concernés par la maladie, nous avons créé un réseau interne, un réseau d'antennes, Cancer et Travail Agir Ensemble. Ces antennes sont réparties sur nos sites. On a 27 sites, 20 000 salariés. Et elles sont des espaces d'échange confidentiels, ouverts à tous les salariés. Et ces antennes, elles ont la particularité d'être constituées, de pairs et d'experts. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, une antenne, c'est une équipe mixte qui idéalement est composée de 6 compétences, comme vous le voyez sur la diapositive. Le médecin et l'infirmière de santé au travail et ou, en fonction des sites, l'assistante sociale ou l'assistant social, on a un homme dans le réseau, un partenaire RH, mais aussi un salarié qui a vécu la maladie, un salarié qui a vécu la situation d'aidant et un manager qui a eu à accompagner un salarié malade ou un salarié aidant. D'entrée de jeu dans notre histoire, on est très sensible à la très grande solitude des collaborateurs aidants qui sont confrontés à la maladie et on est évidemment aussi, on l'a dit ce matin, très sensible au fait que les managers sont démunis. Cette histoire-là, on veut en faire une histoire collective où tout le monde prend soin de tout le monde et où on fait un travail de situation. Ça, c'est vraiment absolument important. Ça veut dire que ces 3 salariés, ils ne vont pas donner des conseils théoriques. Ils ont été eux-mêmes dans leur vie bousculés, comme Cécile, finalement, vous en a parlé, et comme on l'a retrouvé là, par leur propre représentation, qui, face à la situation, certaines tiennent la route. Mais enfin, il y en a beaucoup qui ne tiennent pas tellement la route, parce que, comme on dit, le diable est dans les détails. Donc, c'est bien là que se joue l'histoire. Cette pluralité, elle va nous permettre d'approcher la personne d'une manière absolument globale. Et l'autre chose qui nous caractérise, auquel on tient énormément, c'est de faire ce travail-là dès le diagnostic. C'est un moment qui est brutal, très brutal. Le soutien psychosocial de la personne est très important, d'une part. Le soutien de la situation de travail l'est, le soutien des managers et du collègue aussi. Et puis, c'est un incroyable et formidable moment pour prendre contact avec la personne et pouvoir garder contact pendant l'absence. Okay ? Et donc, on travaille aussi sur le retour et sur l'après. Et l'après, ça peut être des années après. Hein. Ça, c'est vraiment très important. Les antennes sont toutes formées au counseling, une écoute active qui a montré ses effets particulièrement dans le VIH-Sida et qui d'ailleurs est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre du VIH-Sida. Et les antennes sont connectées en réseau, elles disposent d'outils. C'est très important cette connexion en réseau parce qu'il s'agit de capitaliser sur les situations. Les antennes accompagnent, pardon, je le fais pour moi, mais il faut surtout que je le fasse pour vous en fait. Les antennes accompagnent selon 3 principes d'action: partir des besoins et non pas de l'idée qu'il y aurait des manques, partir des besoins de la personne, faire un travail de situation avec tous les acteurs et pas un travail de personnalité où il y aurait des gens forts et des gens faibles qui auraient une meilleure capacité à rebondir que d'autres, et assurer un suivi dans le temps. Cette histoire-là, elle est absolument dynamique et elle implique tous les acteurs d'une situation. Il s'agit de sensibiliser aussi tous les collaborateurs, pas uniquement
de rester dans une sorte de vase clos à accompagner des situations. On a un énorme travail à faire pour faire monter ces sujets en entreprise et que tout le monde gagne en compétences et que ça serve au-delà du cancer. Donc pour ça, on caractérise le besoin, on capitalise sur le retour d'expérience et éventuellement, d'ailleurs, on identifie les dispositifs qui sont obsolètes. Et en général, on est très surpris de voir à quel point ils sont nombreux, ceux qui sont obsolètes, et à quel point on ne le sait pas, d'ailleurs. Les entreprises, du coup les antennistes, on est très très heureux de ça aussi, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, contribuent à expérimenter des nouvelles façons de faire et à les partager pour que tous ensemble, on puisse monter en compétence sur ces sujets. Alors, in fine, quelle est la démarche qu'on pourrait imaginer Cécile Mial vous a décrit, finalement, on a un référentiel pour guider l'action, hein, et on arrive à des conventions temporaires d'initiatives concertées. On a des espaces pour faciliter le dialogue, parce que pour la faire, la convention, il faut dialoguer. D'accord ? Et donc, quand on dialogue avec des gens qui ont un regard pluriel, avec des salariés qui ont vécu la maladie, des aidants, des managers, etc., du coup, on a d'autant plus de chances d'éclairer tous les endroits un peu sombres, un peu tus, qui ne sont pas révélés quand on ne discute pas, et donc de faire une bonne concertation, et du coup, de pouvoir se saisir de la boîte à outils qui existe dans à peu près toutes les entreprises, et vous connaissez le nombre de guides infinis qui existent. La problématique, c'est de s'en saisir. Et pour ça, il faut dialoguer. Et je termine avec cette diapositive-là pour le plaisir de remercier les gens avec qui on travaille, parce que de la même manière que cette histoire-là, elle est écosystémique dans l'entreprise, elle est écosystémique aussi à l'extérieur. On n'y arrivera pas tout seul. Et donc, on est très heureux de pouvoir travailler dans le cadre de l'INCA, qui fédère, qui nous réunit. L'agence Comment Dire est notre référent en termes de counseling, avec le Nouvel Institut, donc avec qui on est aujourd'hui. C'est extraordinaire le travail d'expérimentation qu'on fait pour faire bouger les lignes. Et on travaille aussi avec Entreprises et Cancer, qui est engagé autour de ces challenges. Voilà, merci beaucoup. Je passe la parole au docteur Isabelle Badinier. Bonjour à tous. Merci. Ah, ici. Je ne suis pas très bonne, moi, pour parler en public. J'ai plutôt l'habitude de dialogue à 6 dans une antenne ou à 2 dans une consultation. Donc, moi, je suis médecin du travail et surtout antenniste sur un centre de recherche. Et je n'ai pas de diapo. J'y vais sans filet. Je vous raconte mon histoire. Voilà. Donc, je fais partie de l'antenne du centre de recherche, qui est un espace transdisciplinaire, comme l'a dit Hélène. 6 compétences, et moi, je suis une des 3 compétences techniques, compétences médecin du travail ou infirmière du travail. Il y a des antennes où c'est des infirmières. Alors, c'est assez... J'ai une grande expérience dans le derrière entre 2 chaises, mais là, c'est derrière entre 6 chaises, voire plus. Je suis pas du tout je suis pas du tout dans une cellule interdisciplinaire comme c'est prévu par la réglementation, où le médecin coordonne les idées, les avis du psychologue, de l'ergonome, de tout le monde. C'est pas mon rôle. Là, je vais pas écrire un avis et je vais pas rédiger une étude de poste. Je sais faire ça. Il y a des situations où il faut faire ça. Là, on n'est pas là-dedans. On est dans du transdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on est à 6. On est à 6 avec des savoirs théoriques. Moi, j'ai passé un certain nombre d'examens et de diplômes. Je ne suis pas toute seule. On est 3. Il y a l'assistante sociale et la RH qui ont plein de diplômes. Et puis, il y a 3 savoirs expérientiels dans notre groupe. Il y a le salarié patient. Et ça, c'est un salarié qui a vécu la maladie, qui a eu son expérience. Il y a le salarié aidant, et du départ de notre histoire, le salarié aidant fait partie de l'antenne. Et il y a le salarié manager. Et en fait, la différence avec les autres expériences qu'on a pu voir, c'est que nous, on ne part pas d'un texte, on part d'une situation. Notre histoire, elle commence parce que j'accompagne le retour au travail d'Hélène, et en même temps, j'ai 2 mamans sur mon site qui ont une grande fille atteinte d'un cancer du rein foudroyant, et une jeune maman atteinte qui a un petit garçon atteint d'une tumeur cérébrale. Donc, on est sur du vécu, sur du concret. Il faut qu'on gère le truc. Moi, j'ai même des collègues qui m'ont dit « Non, mais Isabelle, tu ne vas pas aller sur aider tout le monde. » Je dis « Ok, mais quand c'est ton mari, ta femme, ton gamin qui a un cancer, ton travail, il est impacté. Donc, la question, il faut se la poser pour l'aidant
et pour le concerné. Donc voilà pourquoi la structure, elle est un peu différente. Ça, c'est pas prévu partout, mais je pense que c'était super important et on l'a vu au quotidien. Donc voilà comment ça fonctionne, nos espaces. Alors, vous me direz, moi, j'apporte quoi là-dedans? Alors, moi, je suis médecin tenu au secret médical. Tous les médecins me disent « Waouh, et t'en fais quoi de ton secret médical ?» Je sais ma responsabilité, je le gère, mon secret médical. Je ne partage dans l'antenne que ce que la personne qui vient nous voir nous donne. Moi, je ne donne rien. Tout ce que je sais par ailleurs, ça relève du secret médical et ma responsabilité est trop grande pour que je déroge. Par contre, quand la personne nous explique qu'elle a telle maladie, qu'elle va avoir peut-être tel traitement, je peux apporter de la compréhension, de la lisibilité. Parce qu'une Cécile RH, bah, elle ne sait pas forcément qu'une radiothérapie, ça peut rendre fatigué, ça peut fatiguer jusqu'à 1 an plus tard. Voilà, ça, moi, je le sais parce que j'ai aussi de l'expérience, j'ai vécu des situations, des vrais. Alors, j'ai aussi finalement un savoir expérientiel. Exactement. Et du coup, voilà, on est là donc moi, j'apporte ma connaissance médicale et puis j'apporte aussi ma connaissance de médecin du travail parce que le poste, je le connais. Donc, je connais les exigences physiques et psychologiques du poste. Donc, voilà, j'ai cette compétence que je partage. Et on est dans un dialogue. On dialogue à 6, à 7, les 6 compétences et la personne qui vient nous voir. Et on échange. Et il y a vraiment des moments très, très forts. On a vécu des choses extraordinaires, des choses très, très, très dures aussi. Et en fait, on est vraiment dans de la co-construction de solutions pour maintenir le travail de façon durable. Quel travail? Eh ben, c'est ça qu'il faut qu'on trouve. C'est comment on le fait, ce travail. Alors, notre système d'antenne, pour moi, je vais être un peu redondante par rapport à ce que dit Hélène, mais pour moi, on a 3 spécificités. Notre grande spécificité, c'est la présence du savoir expérientiel. Voilà. Je peux vous dire que dans une antenne, quand on a un salarié malade qui vient et que j'ai une Hélène, un Florent, une Marina qui dit « Ok, moi, quand j'ai vécu ça, voilà ce que j'ai ressenti. » Ils ne l'ont pas appris dans les livres, ils l'ont vécu dans leur quotidien. Donc, c'est forcément vrai, sincère, réel. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Puis, ils ont vécu des choses positives et des choses négatives. Donc, prenons le positif, évitons le négatif. Ça, c'est la première grande nouveauté, je pense, qu'on a inventée. C'est introduire le savoir expérientiel dans nos avis. La deuxième nouveauté, et je suis ravie parce que finalement c'était la conclusion de la conférence de tout à l'heure, c'est on a mis les dents dans le système. Et ouais, les dents, c'est une réalité, il faut y aller. Et il y a des situations, je pense que si l'antenne n'avait pas été là, les gens ne seraient pas au travail aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des mamans qui travaillent. Et puis la troisième nouveauté, alors c'est moins une nouveauté aujourd'hui parce qu'effectivement tout le monde a inventé des choses formidables et les choses évoluent, c'est qu'on intervient à tous les temps, on intervient dès l'annonce et ça je vous assure que c'est réel et ça c'était pas le cas. Quand une personne recevait un diagnostic de cancer, il est extrêmement seul, c'est un cataclysme, c'est un choc et souvent quand même il en parle avec son manager parce que avec le diagnostic arrive le problème du travail. Donc, il va voir son manager, il dit voilà, ok, tchac. Le manager, il n'est pas du tout prêt parce qu'il n'est pas médecin, lui non plus, et il n'est pas formé pour cette annonce-là. Mais par contre, notre système d'antenne a fait que certains managers ont dit ok, là, ce que tu me dis, c'est hyper important, on va en tenir compte, parce que tout le monde a envie que ça se passe bien, hein. Tout le monde est bienveillant face à la maladie. Ça, c'est quel que soit l'individu. Va voir l'antenne, va en discuter. Eux, ils ont des trucs à t'expliquer. Et en fait, on explique avec le savoir expérientiel, avec les vécus, qu'est-ce qui est bien de dire, qu'est-ce qui peut être tu, qu'est-ce qui doit être tu. Et on le construit ensemble. Et là encore, quelle puissance que la parole du salarié patient. Le deuxième temps, donc l'annonce. Le deuxième temps, c'est le soutien pendant la maladie, le lien. Quel lien? Et là, la confiance, le besoin. Il y a des gens qui ont besoin d'être isolés au moment de la maladie. J'ai besoin d'être tout seul. Je suis malade, là, foutez-moi la paix, le travail, c'est pas le sujet. Et puis rapidement, il y a des moments où on dit, ok, je ne peux pas faire grand-chose, mais j'aimerais bien savoir la suite. Avec les réorganisations, quand on arrive 1 an après, qu'on n'a rien vu, il n'y a plus de poste, les projets sont plus là, c'est pas possible.
Et par contre, ce qu'on fait très attention, c'est à toujours interroger le besoin. Et ce besoin, il est variable. Il y a des moments où on ne peut pas, il y a des moments où on peut. Profitons-en. Et puis, il y a le retour. Alors, retour après un arrêt maladie ou soins pendant le travail, parce qu'il y a des gens qui ne s'arrêtent pas du tout, ou soins après la reprise du travail. Tout existe. Et c'est ce qu'on disait, c'est de la dentelle, c'est des situations individuelles. Tout doit être discuté. Voilà, je suis peut-être un petit peu longue. En tout cas, les trois particularités, c'est la confiance, le savoir expérientiel, le rôle de l'aidant et intervenir tout au long, quelquefois même tout au long, jusqu'au bout. Par contre, on peut vraiment écrire des très très belles histoires. Ça ne va pas toujours aussi vite qu'on voudrait, c'est pas toujours génial. Des fois, on se dit qu'on ne va pas y arriver. Des fois, on n'y arrive pas, mais des fois, quand on y arrive, c'est tellement bien. Oh, je crois qu'on peut applaudir là. C'est à vous. On s'était fait vraiment la promesse, alors qu'on a tellement de choses à vous dire, on s'était fait la promesse de garder un peu de temps pour échanger, parler avec vous. Alors, comment ça va se passer, la technique? Les questions sont là. Ah, je ne savais pas qu'elles étaient là. Alors, pendant que tu prends les questions, peut-être pour réguler, j'en profite pour... j'ai remercié nos partenaires externes avec une grande joie. Je voudrais en profiter pour remercier en interne les collaborateurs de Sanofi qui s'engagent dans les antennes et qui font un travail formidable. Voilà. Et puis, ce soutien de gouvernance qui nous permet de rendre possible tout ça. Pascal ? Ah bah alors en fait, il n'y a que des merci, que des etc. Mais il n'y a pas de questions. Et vous non plus, vous n'avez pas envoyé de questions. Donc on sera coupé au montage. Mais si vous voulez poser des questions, elles sont bienvenues, bien sûr. L'idée, c'était que vous puissiez profiter de la présence de ces récits. Voilà. Véronique. Merci Pascal. Moi j'avais une petite question. Je me posais la question de la place des représentants du personnel parce que c'est les seuls que vous n'avez pas cités. Et comme on parlait de choses un peu dérogatoires, etc., donc je me posais juste cette petite question. Alors, j'adore votre question parce qu'évidemment qu'ils ont été présents dans l'histoire et ils sont venus me voir, ils m'ont dit « Et nous ?» Et j'ai dit « Moi, je ne vous veux pas parce que vous avez un autre rôle à jouer, un rôle très, 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 très important. » Et on a même accompagné des représentants du personnel. C'est vous dire à quel point la confiance existait dans la compréhension du processus. Par contre, ce qu'on repérait comme manque était transmis sur un plan social et eux jouaient leur rôle de négociateurs, etc. Et ça fait partie aussi, je pense, de la confiance dans les antennes. Parce que les gens... Soit ils vont voir les représentants du personnel, soit ils vont voir l'antenne. C'est deux entités, pour moi, qui sont complémentaires et qui ont un rôle fondamental à jouer. Et on est d'accord. À EDF, alors ? Et pour EDF, alors on les a tenus au courant de ces expérimentations. Je les retrouve d'ailleurs bientôt en C2SCT la semaine prochaine pour leur faire un point sur l'expérimentation. Donc l'accueil est plutôt favorable. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de pédagogie à faire parce qu'on sort de son propre cadre et c'est pas évident. Oui, il me semble que dans certaines entreprises, la tentation qui pourrait être de traiter cela comme étant une façon de lutter contre l'absentéisme, et notamment l'absentéisme de longue durée, serait évidemment un espèce de grand éteignoir pour toutes ces initiatives. L'enjeu, c'est vraiment le travail constructeur de santé et pas la lutte contre l'absentéisme. Évidemment qu'après les chiffres... Peut-être je peux rajouter quelque chose en langage Isabelle Badinier. Voilà, Isabelle vous a partagé effectivement, et c'est une réalité. Hein. En fait, l'autre raison, c'est que finalement, on est passé dans les interstices et comme finalement, on a créé en chemin faisant et que moi, je ne suis pas une professionnelle de ces sujets-là et que je pilote ce sujet depuis 5 ans, ben en fait, au début, je n'y ai pas pensé. Et puis finalement, comme il y a un certain nombre de choses qui ont fonctionné, et bien finalement, tout cela fonctionne à bonne intelligence à un moment ou à un autre. On se préoccupera de quelque chose sans doute de plus officiel. Mais voilà. Les organisations syndicales sont très concernées dans le projet. Elles sont dans le contexte du projet. Toutes les organisations syndicales de salariés. Pardon. Bonjour, je suis médecin du travail en Corrèze. On a 90% de petites, voire très petites et moyennes entreprises. Ouais. Donc,
à ma collègue. Je pose la question de savoir si ces expériences dans des grandes entreprises vous ont aidé pour les petites et comment on peut faire. Alors moi, j'ai fonctionné en sens inverse. J'ai d'abord travaillé en interentreprise avec des petites entreprises. Donc, j'ai géré des situations individuelles. Et en fait, j'ai toujours fonctionné de la même manière. J'ai compris que pour arriver à quelque chose, alors je n'avais pas cette notion du savoir expérientiel à l'époque. Mais on pourrait imaginer du savoir expérientiel. Enfin, c'est à inventer sur un plan politique, du savoir expérientiel départemental, régional, j'en sais rien. Enfin, bref, là, il y a peut-être une piste à creuser. Par contre, ce que je savais, c'est que quand on met autour de la table un manager, une assistante sociale, une RH, un médecin du travail et le salarié concerné, et qu'on parle de la situation de travail, on peut faire des trucs. Et moi, j'ai fait des trucs magiques, même dans des toutes petites boîtes. Mais dans ce cas, on prend l'assistante sociale de notre service, par exemple. Oui, oui. Et on prend le chef d'entreprise. Oui. Et on fait une réunion. D'accord. Et du coup, alors... si on le trouve, oui. Là, je pense qu'il y a une piste à creuser. Ça va être pris en charge par la Direction générale du travail pour imaginer effectivement à l'échelle territoriale des dispositifs qui puissent être des dispositifs inter-entreprises, évidemment, pour pouvoir effectivement constituer ces bases de... comme pour... Sanofi nous a beaucoup inspiré, évidemment, dans ce qu'on modélise et ce qui est recapitalisé. Et l'idée d'avoir des espaces où il y a des pairs, donc des gens qui ont des savoirs, l'expérience commune de la maladie, même si ce n'est pas la même, même si, etc. Voilà. Et des experts, et on écrit experts EXPAIR, pour bien montrer, comme Isabelle Badinier le soulignait, c'est que c'est aussi des savoirs d'expérience, ce n'est pas qu'un savoir en surplomb. Mais oui, excellente question, la question de... Je voudrais rajouter quelque chose, parce que, en plus, tout ce qu'on dit est juste. En fait, l'idée, c'est quand même aussi de ne pas oublier dans l'histoire, parce qu'on peut avoir été malade et être dans une forme de conseil où on fait de la prescription. Donc, il y a quelque chose dans cette histoire-là qu'il ne faut pas oublier, c'est de partir du besoin de la personne et de ne pas être dans un mode de prescription. Ça, c'est super important. Et en fait, on n'est pas obligé d'avoir été malade pour avoir vécu une expérience où le conseil de plus et le conseil de trop est le truc qui fait que vous vous fermez. Donc, j'ai envie de rajouter ça. C'est-à-dire, ce n'est pas une recette obligatoire de mettre « j'y tiens énormément », mais si on va derrière dans le fait de modéliser ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que les pairs sont intéressants? C'est parce qu'ils ont vécu 9 mois de prescription full-time et la prescription de trop dans une situation exceptionnelle que les gens n'ont pas vécue, c'est insupportable. J'ai l'habitude de raconter une anecdote qui en plus parle des aidants, donc c'est pour ça que j'aime la raconter. Mon fils, à la fin des traitements, quand je lui ai dit « Regarde le nombre de gens qui ont été formidables avec nous », il m'a dit « Ah super, toi ton téléphone il a sonné. Moi le mien, jamais. » Et quand il sonnait, c'était pour qu'on m'explique comment est-ce qu'il fallait que je me comporte avec toi. Il n'y avait que moi qui vivais avec toi à ce moment-là. N'oubliez jamais ça. L'histoire de la posture, on peut faire ça partout. Partout, partout, partout. On part des besoins de la personne et de la situation. Et on n'est pas en train de prescrire quelque chose que l'on pense bien pour la personne. Ça, c'est vraiment important. Et là, vous pouvez faire ça avec n'importe qui, avec tous les acteurs. Une autre question ? Bonjour. Alors moi, je suis praticien conseil. Donc, je n'ai pas vu la place du praticien conseil dans vos réunions. Y compris, vous avez évoqué le problème de travailler en étant en arrêt de travail. Donc, du coup, vous n'avez pas osé vous adresser au médecin conseil. Vous avez pensé que vous alliez vous faire où ça a été entendu. Je finis juste mes questions. Ensuite, je remarque quand même qu'il y a beaucoup de situations où le télétravail est possible. Donc, je n'avais pas évoqué les travailleurs pour lesquels ce n'est pas possible. J'ai entendu dans les témoignages le problème financier, donc ne pas perdre d'argent. Est-ce à dire que s'il n'y avait pas ce problème d'argent, peut-être que ce serait moins prégnant, l'envie de... Enfin, l'envie... Oui, mais non, parce qu'on parle du travail comme soutenant. Voilà. Donc, je voulais avoir un peu d'éclairage sur cet aspect, malgré tout.
Et puis finalement, on sait qu'il y a un vrai problème financier à l'arrêt, notamment pour les travailleurs qui n'ont pas de prévoyance ou pas une prévoyance suffisamment longue ou importante. Ce sont des arrêts de travail qui sont longs. Sur les situations où vous avez géré l'arrêt de travail, pas l'arrêt de travail, le salarié travaille comme il peut. Finalement, est-ce que l'entreprise a mis de sa poche, on va le dire comme ça, ou c'est l'assurance maladie, ça ne me gêne pas hein, personnellement, qui a mis de sa poche. Donc, est-ce qu'il y a des choses à inventer? Certainement. On est d'accord. J'ai bien entendu aussi que le cadre du télétravail était d'une rigidité absolue. Pour beaucoup, a priori, on est sorti de l'arrêt de travail, c'est des jours fixes, c'est pas pratique. Non, du télétravail, le temps partiel thérapeutique aussi. Voilà, donc est-ce qu'il y a des choses aussi pour alléger, pour assouplir? J'ai envie de dire que le télétravail, même quand c'est pas dans le cadre de la maladie, ça peut être très rigide et pas très pratique parfois. Donc voilà, toutes mes réflexions et toutes... Alors simplement, effectivement, je ne suis pas rentrée dans la technicité des différents services de santé au travail, mais on a mobilisé le médecin du travail et le médecin de contrôle, le médecin de conseil, et le salarié faisait le lien également, lui, avec le médecin traitant, puisqu'il posait la question aussi à son médecin traitant, et on voit bien que ce sont 3 médecines qui peuvent tout à fait bien communiquer ensemble, ou pas du tout. Ça, c'est... Vous avez une organisation un peu particulière. Alors moi, j'ai bien compris que de toute façon, il faut parler avec tout le monde. Donc le médecin conseil, j'interviens avec lui en tant que médecin du travail sur une situation particulière, pour un aménagement particulier. Il y a des fois où ça a été un peu chaud. On n'était pas d'accord tous les deux. Quand il m'arrête un temps partiel thérapeutique et moi je vois qu'on n'y est pas et que ce n'est pas possible d'aller à 100%, donc oui, il faut se parler, c'est sûr, et qu'il faut inventer des choses, parce que oui, le problème financier, c'est une réalité. Là, notre dispositif, il est vraiment interne, c'est un espace de parole, donc on ne pourrait pas inviter le médecin conseil. Par contre, le lien... Et puis, moi, j'ai vu une évolution quand même du lien entre le médecin du travail et le médecin conseil. Avant, on ne savait même pas comment faire. Aujourd'hui, c'est possible quand on veut. Pas simple, mais c'est possible. Marie-Laure, on a eu des expériences comme ça où on travaille. Ça a été dit tout à l'heure, environ 1 an, ça dépend des départements, ça dépend de la pratique des... Voilà. On est bien d'accord. Alors, en fait, ça dépend de pas mal de choses. Déjà, le temps partiel thérapeutique, il s'inscrit dans le cadre des 3 ans possibles d'arrêt maladie. Donc, il ne faut pas dépasser les 3 ans, tout compris. Ensuite, ça dépend à quel moment de cet arrêt il intervient. Après, il y a des choses un peu techniques dans le calcul. Les arrêts, les reprises, ça compte comme un arrêt. Enfin, c'est pas simple. Il y a moyen de déroger sur une 4e année de temps partiel thérapeutique sous condition d'accord de la médecine, du praticien conseil. Après, ça reste, on va le dire entre nous, c'est dépendant du médecin conseil. Donc, il y a des médecins conseils qui vont prendre le temps d'appeler le médecin du travail et le médecin traitant, et puis il y en a qui vont pas... Après, on est tous confrontés au même problème, du téléphone et du répondeur et du temps qui file. Donc, d'ailleurs, vos situations... Finalement, combien de patients vous pouvez... Alors, dans une entreprise, j'ose espérer que ça dépend de la taille de l'entreprise, qu'il n'y en a pas tant que ça à suivre sur ce modèle-là. Mais enfin, ça demande beaucoup de temps. Enfin, on sent que... voilà, quoi. Alors, en pratique, nous, on a fait un rendez-vous hebdomadaire. L'antenne se réunit une fois par semaine. C'est à jour fixe. Il n'y a pas de rendez-vous. C'est open, c'est à l'heure du déjeuner. Donc, nous, on se retrouve en tant qu'interniste. Des fois, il n'y a pas d'entretien. Et puis, des fois, alors là, il y a 2 ou 3 entretiens. Donc là, il faut qu'on jongle un peu. On demande aux gens de patienter ou de revenir la semaine d'après. Mais nous, on est là, quoi qu'il en soit. Donc, les gens savent qu'il y a cet espace de parole. Oui, on a accompagné 260 personnes à peu près aujourd'hui. Et puis, le temps que prend une situation de travail mal gérée,
De toute façon, alors, et c'est là où c'est des changements de posture. Hein. Effectivement, on est d'accord. Très rapidement, tout ce que vous avez dit est juste. La problématique du budget, on ne peut jamais l'isoler. Et en fait, la règle d'or, de la même manière que la posture, on ne peut jamais isoler aucune problématique. Moi, je préfère le diagramme en araignée que le truc en séquentiel. C'est pas je m'occupe d'abord de mon salaire, puis après ben non, en fait, la vie, c'est un espèce de truc un peu complexe où il y a tout, c'est une situation. Donc, effectivement, et parfois, c'est même quand on a une très bonne prévoyance, on trouve que c'est insupportable de perdre même 1 euro de salaire. Je développe pas plus, mais oui, tous les sujets en question sont importants. La masterclass arrive à son terme. Peut-être. Oui. Donc, je suis assistante sociale à la SNCF et j'avais des questions parce que ce matin, on a évoqué la méconnaissance des dispositifs qui existent. Et moi, je voulais savoir comment vous communiquez autour de cette antenne, de ce qui existe et comment les salariés peuvent vous trouver. Alors là, je vais vous répondre. Je me permets de vous répondre. Pourquoi ? Parce que très récemment, il y a eu une étude, c'était sur les aidants. Hein, le prix Entreprises et aidants a fait une étude sur la problématique du recours et du non-recours. Donc, je vais vous donner la conclusion de l'étude un peu brutalement, et puis si vous voulez qu'on en discute. Plus les dispositifs et la communication viennent de l'interne, plus ça marche. Plus on communique à tous les collaborateurs et pas uniquement à la fraction des aidants, donc si on transpose, plus ça marche. Plus on fait une information récurrente et régulière, plus ça marche. Et il y avait un 4e truc que j'ai oublié, mais c'est un casse-tête pour tout le monde. C'est un casse-tête pour tout le monde. Voilà. Oui, mais c'est aussi, il me semble que soit on gère au cas par cas, et la politique d'entreprise, c'est de gérer au cas par cas. Alors, elle va sortir des dispositifs qui existent pour gérer au cas par cas. Bon, soit il y a une politique d'entreprise inclusive, etc. Alors, c'est facile à dire, mais bon. J'ai trouvé le 4e point. Et plus on aide la situation, et plus on communique sur le fait qu'on aide la personne à faire son travail et à soutenir sa situation, plus ça marche. C'est-à-dire, help, not hug. On n'est pas là pour soutenir les gens affectivement et moralement, en tout cas pas uniquement, ça peut être utile, hein, mais bon. On est là pour les aider à remplir leur rôle. Voilà. On n'est pas là pour prendre en charge. On est là pour prendre en compte et pas pour prendre en charge. Ça, c'est vraiment, là encore, des choses de fond qui sont importantes. Cette fois-ci, on a fini. S'il y en a qui veulent revenir en 2e séance, on redémarre la même chose tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voudriez ? Juste un petit mot. Je laisse passer le micro pour... Ouais. Voilà. Moi, je vais dire un petit mot. Donc, moi, je suis assistante sociale. Je suis dans cette affaire-là. Je suis donc la compétence assistante sociale. Et ce que je vais dire, c'est que les savoirs techniques et tous ces dispositifs qui sont compliqués aussi parce qu'ils sont multiples et ils viennent de X organisations différentes. Donc, on peut en avoir qui se recoupent ou voilà, qu'on connaît, même nous, les professionnels qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Mais tout ça, c'est notre job. Mais ce qui est très important, c'est de rajouter ce savoir expérientiel. Parce que voilà, avoir des paroles prescriptives, c'est sûrement très bien, mais quand on rajoute le savoir expérientiel, on avance différemment et sûrement mieux. Merci. Merci.